En fait, ça, c'est un truc vraiment, je me suis dit, hier, c'est marrant, je me suis dit, mais en fait, là, on le joue depuis 3 ans et demi. Moi, j'ai l'habitude, quand je fais une vidéo, elle est finie, je m'en débarrasse, en gros. Mais là, je dois assumer de jouer des trucs que j'ai écrits parfois il y a 2-3 ans, encore, alors que moi, j'ai changé. Bon, ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec ce que je dis, mais je me dis, attends, faut que je me reconnecte à l'artiste, à l'auteur de l'époque. Et c'est super dur, en fait, de jouer sur scène. Faut que tu te remettes dans cette énergie et que tu dises, en fait, je le fais pas pour moi, je le fais aussi pour le public. C'est très, très différent d'un truc, d'une vidéo que tu fais. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Test, est-ce que tu veux que je teste mon micro? Si je parle comme ça, je vais probablement prendre cette intonation-là. Et là, tu m'entends. Voix suave. Il faut le mettre comme ça ou comme ça? Plus comme ça. Comme ça, ok. Ouais. Ça ne parle pas du tout aux gens. c'est là que j'aime, c'est dans ces moments-là que j'aime le podcast, tu vois, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, on est sur les bancs de l'Européen, qui est une salle très cool dans Paris, pour les gens qui connaissent pas trop. C'est vrai que c'est fou. La salle est vide, on est en journée, et quand je suis entré dans la salle tout à l'heure, j'ai eu un peu un vertige un peu mélancolique en me disant, voilà, en fait, c'est tout ce qui reste de cette salle. Quand il n'y a pas de gens sur scène qui font des blagues ou qui jouent, en fait, c'est tout ce qu'il y a. En fait, cette salle ne vaut rien sans les gens à l'intérieur. C'est clair. Sans les blagues. Sans les blagues, ouais. J'ai quelques souvenirs dans cette salle, en tant que spectateur, un peu sur scène aussi. Et là, ça fait bizarre, cette salle vide. Je suis rentré, la salle était noire. T'as fait, dis donc, on dirait un rendez-vous un peu secret, comme dans les séries. Ouais, comme dans les séries, ouais. Ça me fait penser quand tu retournes sur le lieu d'une soirée. Après la soirée, tu y retournes le lendemain matin. L'appart est retourné, ça colle au sol, t'es tout seul, il fait jour, et tu dis, attends, ça a vraiment eu lieu? C'était vraiment là que ça s'est passé? Bon, Ambroise, ça me fait très plaisir de t'avoir, parce que, en vrai, ça fait un petit moment que je me dis que ça aurait été sympa de se parler, et on a eu cette occasion de se rencontrer par l'intermédiaire de ton spectacle que tu fais avec Xavier Lacaille. Et Xavier est absent, là. Donc en fait, on va faire cet épisode-là tous les deux. Avec plaisir. Et on va parler de ton histoire aussi avec Xavier, parce qu'à la base, je m'étais dit, si à Xavier, on aurait pu faire, tu vois, histoire de succès de votre duo, ça aurait été marrant aussi, parce que je crois qu'il y a plein de choses à raconter. Peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire. Ouais. Et peut-être que j'aurai l'occasion aussi d'avoir Xavier plus tard. Il a des choses à dire en termes de succès, Xavier, effectivement. Oui, tout à fait. C'est un peu la petite la star montante du PAF. C'est ni plus ni moins que le Romain Duris de 2021. Allez, le truc est lâché. Voilà. Bon, après, moi, j'ai pas grand chose. Oui, on va voir ce qui se passe. Toi, t'as pas grand chose à raconter, tu crois? Si, il y a des trucs qui se passent, ouais. Parce qu'en fait, c'est marrant. Le succès, je sais pas, mais il y a des trucs voilà. qui se passent. Ben, c'est intéressant. C'est quoi pour toi le succès, en fait? Parce que, tu sais, j'invite des gens, et moi, je sais pourquoi je les invite. Et ils me disent, non, mais pourquoi tu m'invites? Moi, je suis pas, c'est pas le succès, en fait. Et pour moi, on s'en fout, en fait, tu vois, c'est un chemin. C'est une bonne question. Il y a des, j'ai pas trop réfléchi, mais je pense qu'il y a des marqueurs très clairs que tu peux te fixer quand t'es petit ou quand t'es adolescent, qui est notamment celui de la reconnaissance dans la rue. Ah, yes. C'est les gens qui te reconnaissent dans la rue, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai atteint quelque chose. Et c'est vrai que depuis quelques années, ça m'arrive un petit peu dans la rue. Notamment parce que j'ai une chaîne YouTube où on poste des vidéos, donc on a 300-400 000 abonnés, donc en fait ça fait du monde, et parfois t'as des gens qui me disent, ah, c'est toi de la chaîne machin. Et donc ça, c'est une forme de reconnaissance de succès, un marqueur de succès, mais en fait au bout d'un moment, c'est pas du tout ça qui est important. Ça veut juste dire que t'as atteint une forme de visibilité, mais la visibilité, qui juge si c'est une bonne ou une mauvaise visibilité et tout. Voilà, c'est ma première définition du succès, parce que quand j'étais petit, je voulais faire ça pour être immortel, quoi. Ah. Pour laisser des œuvres, pour que ça reste et tout. Mais
Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille tous les jours sur des projets que j'aime bien, avec des gens que j'estime professionnellement, humainement, et ça part un peu dans tous les sens. On fait de la scène, on fait des vidéos, on écrit des formats plus longs, on verra si ça se monte et tout, mais ouais, j'ai une forme de... Le succès pour moi, ce serait ça aujourd'hui. Bah, faudrait que ces trucs prennent vie, mais quand même, je Voilà. vais tomber mon téléphone. Quand même, ça me plaît, quoi. C'est des projets qui me plaisent. À la base, donc t'es réalisateur, toi, c'est ta formation, c'est ça? Tout à fait. Après, t'as étendu ça, j'imagine, parce qu'aujourd'hui t'es auteur et puis t'es même comédien en fait, parce que déjà c'est très marrant ce truc d'être à la base réalisateur et de finir par te retrouver devant la caméra. Alors à la base de la base, quand je suis petit, je veux devenir comédien, parce que je sais pas que ça existe le métier de réalisateur. Ouais. Mais effectivement, la formation c'est à l'Écart, qui est une école à Paris. Une formation d'auteur-réalisateur, donc vraiment de technicien. On s'entraîne à faire des films à l'école et tout. Mais bon, on joue aussi dans les films qu'on fait. J'ai repris des cours de théâtre avant, après. Mon activité principale, c'est d'écrire et de réaliser. Ouais. Après, j'ai pas du tout le temps de courir les castings en tant que comédien pur, donc je joue principalement dans les trucs que je fais. Okay. Et parfois, on m'appelle en tant que comédien, donc ça fait plaisir, c'est sympa. Mais ouais, c'est un peu tout ça à la fois. Et puis je suis aussi producteur, puisque j'ai créé une structure il y a 10 ans avec un copain, et je fais aussi du montage et tout. Et puis on fait de la scène. Enfin, c'est tout ce mélange, mais tout se complète. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois de faire comme ça une espèce de liste de mots, de fonctions que je suis censé occuper en fonction des projets et tout. Ouais. Ouais. On va en reparler parce que cet aspect touche à tout, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais en fait, la première question que je pose à tous mes invités, c'est: à quoi tu ressemblais, Ambroise, quand t'avais 7-8 ans? Tu leur demandes à chaque fois à quoi ressemblait Ambroise à 7-8 ans, ou Ouais. c'est... Ah oui. Et Après, ils disent, moi, je connais pas trop Ambroise, ou alors ils disent, Bien, ils sont honnêtes. je connais bien, c'est mon poteau. Ah oui, d'accord. À 7-8 ans, c'est marrant que tu dises 7-8 ans, parce que à cet âge-là, 7 et 8 ans, c'est pas du tout la même chose. Bah, pour toi, Mais peut-être. vas-y, avec le raconte. temps qui passe, tu te dis, ah, effectivement, je me souviens plus trop, mais je me souviens par exemple très bien du jour de mes 7 ans, tu vois. Alors 7-8 ans, je pense que... Je me souviens du jour de tes 7 ans. Ouais, parce que... Ça, tu vois, j'ai 100 épisodes derrière, j'ai pas beaucoup de monde qui m'a dit, je me souviens très bien du jour de mes 7-8 ans. En fait, Mes 7 ans. le jour de mes 7 ans, ma maman, elle m'a dit, et c'est une phrase que j'ai pas oubliée, elle m'a dit, t'as l'âge de raison, 7 ans. Si on dit 7 ans, c'est l'âge de raison. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, ça veut dire que quand tu fais une bêtise, tu sais que c'est une bêtise. Je trouvais ça incroyable et très très simple comme explication. La preuve, je m'en rappelle. Et j'ai trouvé, elle m'a pas dit fais pas de bêtises, elle m'a dit si tu fais une bêtise, tu sais que c'est une bêtise. Donc après, elle m'a responsabilisé, quoi, tu vois. Donc je me souviens très bien de ce jour-là, parce qu'elle me l'a dit ce jour-là, dans la chambre. Et voilà, 7 ans, non, 7-8 ans, j'habitais à Poissy dans les Yvelines. J'étais en CM1 ou CE2, et tout allait bien. On avait une petite maison à Poissy. On est 4 frères et sœurs, très proches en âge, donc on jouait ensemble. On regardait peut-être parfois des trucs à la télé avec les parents le soir quand on avait le droit. Et voilà. Mais je voulais déjà faire ce métier. J'aimais bien Jim Carrey. Je voulais être comme lui. The Mask. Ouais. Alors peu plus tard, Mask, peut-être. je pense que mon voisin, il m'avait montré The Mask, mais c'était Ace Ventura. Ah, ok. Ouais. Je crois à l'époque qui m'avait marqué. Et c'est l'âge à peu près. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est vraiment l'âge auquel j'ai compris. J'avais beaucoup d'angoisse de mort à cet âge-là, même depuis très jeune. Depuis mes 4 ans, j'ai des souvenirs d'angoisse parce que je vais mourir, parce que la mort existe. et je me souviens, et à 7 ans, ou 8 ans, dans ces zones-là, j'ai compris qu'on pouvait mettre ses mains dans le ciment à Hollywood. Je me rappelle très bien, à Poissy, avoir compris ça, et m'a dit il faut que je fasse ce métier, parce qu'une fois que j'aurai mes mains dans le ciment, je vais jamais mourir, parce que je serai donc immortel, puisqu'il y aura une trace de moi après. Et je me dis, donc c'est ce métier-là qu'il faut que je fasse. Donc à la base, mes intentions, elles sont purement pour le souvenir, pour la gloire postérieure et ces trucs-là. Donc c'est ça qui m'a motivé, vraiment. Voilà, c'est la première raison. C'est fou. Et maintenant, j'en suis un peu revenu. Je me dis, ouais, si je mets les mains dans le ciment, c'est chouette, mais si je le fais pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses magnifiques dans ce métier. Et c'est vrai que je m'en fous un peu du coup de ce qui se passe après la mort, mais pas complètement. Enfin, tu vois, c'est des sujets qui sont un peu nuancés depuis. Mais parce qu'en plus,
j'imagine qu'à 7 ans, tu sais pas que tu peux produire des choses et qu'en fait, ces choses-là, elles vont rester après ta mort. Pour toi, il y a plutôt l'aspect, il faut que je laisse une trace quelque part et ça passe par Hollywood Boulevard, quoi. Par le ciment. Ouais. En fait, oui. Mais en fait, t'as raison. Je me suis dit, donc pour mettre le ciment, il faut que je fasse des films. Mais entre-temps, j'ai compris que les films pouvaient eux-mêmes rester et que c'était plus important qu'une trace de ciment, quoi. Mais en vrai, les films, est-ce que ça se conserve? Le cinéma, c'est récent, ça a quoi, 140 ans, 120 ans, 130 ans? Tu vois, les mecs de Pompéi, on a encore des traces, quoi. Ouais, donc toi, t'es vraiment là pour te dire, moi, je veux être là longtemps, quoi. Je vais être dans le cloud à un moment donné. Bah, c'est la pulsion d'immortalité, ouais, la peur de. Mais bon, en même temps, tu regardes tout ce qu'on dit sur toi une fois que t'es mort, t'es récupéré dans tous les sens, des proches, Jésus. En fait, tu maîtrises pas du tout ce qui se passe après, quoi. Ouais. Vraiment, tu maîtrises rien, quoi. J'ai vu des histoires sur Pierre Rabhi. Là. Pierre Rabhi est mort il y a la semaine passée. Et en fait, il y avait des histoires qui circulaient depuis quelques années autour du fait qu'en fait, c'était un vieux monsieur et donc il a des idées homophobes. Parce que pour lui, un enfant né d'une PMA, c'est genre, c'est un OGM, tu vois. Bon, voilà, ouais, quoi, tu vois. T'as jamais la lumière sans l'ombre, en fait. Tu vois, t'as jamais. Et puis personne n'est parfait. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est quand même terrible que personne n'ait pu ou n'ait voulu lui balancer. Et en fait, je sais pas, peut-être de lui demander une explication, tu vois, à l'époque. Et qu'on attende qu'il meure. Enfin, tu vois, je me dis, putain, c'est quand même chaud. C'est vrai que c'est curieux parce que Pierre Rabhi, c'est un mec, je pense que j'ai pas lu de livre de lui, mais quand tu lis un article Wikipédia ou un article sur lui, tu dis, c'est une personne extraordinaire et très inspirante. Et moi, je me sens inspiré par lui, par son discours écolo, mais je serais incapable de le résumer. En fait, j'ai jamais creusé le truc. C'est juste comme une notion floue de, ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens quelque part qui existent, qui y croient ou qui ont des solutions. Donc ça rassure. Mais je suis pas encore allé chercher vraiment la solution. Et en plus, il y a ces histoires qui ressortent. Donc tu peux penser que ce que tu veux et à côté penser autre chose. Et cette chose-là peut être intéressante. Enfin bon, c'est compliqué, quoi. Mais effectivement, on sait pas du tout ce qui va rester de Pierre Rabhi, quoi. Aucune idée. Et qu'est-ce qui restera d'Ambroise? Ça aussi, putain. Et pour l'instant, quelques vidéos. Mais ouais. Et je garde tout, moi. Je garde tous les papiers, tous les trucs. J'ai des classeurs remplis de souvenirs, même juste de feuilles A4 sur lesquelles j'ai pris des notes il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans. Et voilà, je trie tout. Pourquoi? Pour ces mêmes raisons de souvenirs. Je pense qu'il y a ce truc que ça reste après. Un peu comme un musée de moi-même, mais c'est pas du tout genre je prétends que ce soit intéressant. Oui. En revanche, je prétends que c'est intéressant de voir la vie de quelqu'un par tous les objets qu'il a eu entre les mains pendant toute sa vie. Donc là, c'est moi, donc c'est plus facile de le faire pour moi que si je te demandais, t'as pas des chewing-gums de quand t'avais 6 ans, tu vois. Tu gardes tes chewing-gums de Non, quand? non, les chewing-gums, non. Bah, tu pourrais. Non, je garde pas mal de trucs, mais... T'as gardé tes dents de quand t'étais petit? Tes dents de lait? Je suis sûr que j'ai ça quelque part, ouais. Franchement, je suis sûr que j'ai ça quelque part. Non, mais j'ai des collections un peu particulières aussi, en plus des papiers que je trouve importants, du genre des lettres évidemment, mais des flyers, des bouts de trucs. Tu vois, au lycée, au collège, on écrivait des mots, je les ai tous gardés, tu vois. T'es nostalgique un peu ou est-ce que tu vas les revoir aujourd'hui, ces trucs-là? Ouais, parfois je les feuillette. Et en fait, je me dis c'est bizarre parce que je me souviens très bien de chaque truc, puisque quand tu le revois, tu dis ah oui, je me rappelle très bien de ça, de ce mot que j'ai écrit, de cet agenda, tu vois. Et tu dis maintenant, je suis plus du tout cette personne, mais la transition s'est faite vraiment en douceur, quoi. Il y a eu un jour, puis un autre jour, puis un jour, et puis des milliers de jours, et puis voilà. Et donc tu te demandes à quel moment tu perds les choses, à quel moment cette mue, quoi, comment elle se fait. Ça me fascine, ouais. Donc je suis pas nostalgique, mais enfin je sais pas, mais je suis très très fasciné par le passé. Et t'imagines dans 10 ans ce qui restera de ce qu'on est aujourd'hui, comment ça va évoluer, comment machin. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent. C'est pour ça aussi, je pense que je fais ce métier d'écriture, de réalisation, c'est qu'on peut aussi figer des choses. Ouais. Et donc, c'est un petit des marqueurs de souvenirs. C'est ancré dans le temps, quoi. Enfin, et surtout, alors on va en reparler après, mais surtout les trucs que tu fais, je trouve qu'ils sont très, ils parlent de ce qui se passe
dans l'air du temps, comme on dit, cette expression chelou, mais qui en même temps dit plein de choses, quoi, tu vois. Mais on en reparlera un peu après. Je voudrais aussi te parler de Marius, tu vois, Ok, avec plaisir. de ces séries de vidéos qui sont à la base des parodies des podcasts que les youtubeurs faisaient, qu'en fait aujourd'hui quasiment plus personne ne fait, quoi, tu vois. Non, c'est un format le format original n'est plus trop fait, effectivement. Oh, un petit peu, il a évolué, quoi. Oui, il a eu des héritiers, on va dire. En fait, parfois une story, ça vient de là aussi, tu vois, mais c'est du fast cam, quoi. Ouais, c'est du fast cam. Donc c'est intéressant parce que tu racontais que tu avais vraiment ce truc de vouloir devenir comédien. Mais j'imagine qu'en vivant à Poissy, je sais pas qu'est-ce que font tes parents comme métier. Ils font pas du tout ce métier-là. Ils travaillent dans des entreprises ou dans le bâtiment. Donc c'est des salariés. Ouais, c'est ça. Et puis après, à leur compte, il y a eu déjà un peu ce truc d'entrepreneur quand même avec mes parents. Okay. Mais ils font pas ce métier-là. En revanche, ils ont ils sont très différents. Et donc c'est génial, ils ont apporté des richesses très différentes. Enfin moi je puise des choses très différentes chez eux, et notamment le goût du cinéma. Je peux regarder des films avec papa, de cinéma italien, de vieux trucs, de trucs récents aussi. Ce goût pour la culture, de toujours chercher, de toujours explorer des choses, de tenter, de créer aussi des trucs. Et puis ma maman, c'est quelque chose de plus connecté à l'humain, à la confiance en soi, à plein de trucs extraordinaires. Enfin, voilà. Ta maman t'a donné beaucoup de confiance en toi? Les deux, ouais. Tes deux parents. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est précieux. Je me rends compte quand je rencontre des gens aujourd'hui qui ont des parcours familiaux ou des parents. Enfin, impossible de mesurer. C'est fou parce que tu te dis sur un CV, bon bah ça se joue au lycée que tu fais, aux études que tu fais, aux rencontres, aux stages, à la bonne connaissance, mais en fait non, ça se joue au repas de famille, ça se joue à chaque seconde. Ça se joue à la naissance, en fait. Ça se joue à est-ce que ta mère te fait des câlins ou alors est-ce qu'elle te fout dans un coin. Tu peux même revenir. Premier trauma. Ouais, exactement. Là, quoi. Ouais, exactement. Non mais c'est fou. Et tu sais, récemment, on a parlé de, je sais pas quel est le terme, mais en gros, t'avais des gens qui faisaient Sciences Po, qui venaient de familles hyper modestes et qui disaient, ok, je fais Sciences Po, mais à Sciences Po, je suis un peu à part puisque je me rends compte que dans la famille des autres, bah, à table, ça parle de politique, de culture, de littérature. Moi, dans ma famille, on regardait la télé toute la journée. Donc, en fait, on a les mêmes études, mais il y a quand même un gap énorme. Je sais pas ce qu'on appelle culturel ou. On appelle ça les transfuges de classe. J'ai fait un épisode sur un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron avec un gars qui a notamment écrit un bouquin là-dessus où il fait parler les parents. Ah, hyper intéressant. D'enfants comme ça qui ont fait des études, alors même pas forcément des études comme Sciences Po, des études un peu prestigieuses, etc. Mais juste des études là où tes parents n'en ont pas fait en fait. Ah ouais. Et effectivement ça... Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est ça que je pense qu'on m'a apporté. Et en plus, quand j'ai dit que je voulais vraiment faire de ce métier mon métier, et donc des études de cinéma, j'étais en études scientifiques à ce moment-là. Et quand j'ai dit à mes parents que je voulais abandonner les études scientifiques pour faire des études de cinéma, bah, ils avaient quelqu'un qui répétait depuis, je pense, 15 ans qu'il voulait faire ça. Donc c'est pas une surprise. Et en même temps, ils m'ont dit, bah vas-y, quoi. Mais je pouvais me permettre d'y aller, quoi. Je pouvais prendre le risque. Ils avaient les moyens de me payer cette école. Donc il y a tellement de paramètres variés, quoi. Donc je suis un peu... ça oblige aussi. Tu te dis, bah j'ai la chance de pouvoir les faire ces études, de pouvoir essayer. J'essaie de me concentrer, de le faire correctement. Et quand je travaille, j'essaie de travailler bien avec les gens. Ouais. Ce qui me fascine toujours un peu, c'est justement les profils de gens comme toi qui n'ont pas du tout de parents artistes, tu vois, et qui se destinent à un moment donné... Je me demande toujours quel est le chemin, tu vois, pour finir par te dire, alors j'ai compris l'immortalité et l'aspect je veux mettre mes mains dans le ciment, mais au-delà de ça, en fait, il y a un moment donné où comment t'as fait pour développer aussi, je sais, tu me racontais ton père qui t'a montré énormément de films, etc. Mais toi, de ton côté, comment tu digères ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu veux dire comment on prétend être artiste à un moment? En fait, moi, vraiment, c'est la phrase bateau, mais je me vois pas faire autre chose. Je pense que je m'embêterais et je serais pas motivé. Donc, la fascination pour ce métier,
quand je suis petit fait que je veux être à la place des gens que je vois faire les trucs. Il y a aussi une question d'injonction, mais là on pourrait en parler des heures, c'est hyper intéressant. Moi dans ma famille, dans mes ancêtres, même très proches, il y a beaucoup de gens qui ont une fibre artistique forte, mais qui n'en ont pas fait leur métier. Voire il y a vraiment des vocations contrariées. Il y a eu des interdits, pas des tabous, mais presque, tu vois, et peut-être que je réponds à un moment à cette injonction et je fais aussi ce métier parce que c'est à moi de le faire, quoi. Et si c'est pas moi, c'est la personne d'après, ou voilà. Peut-être qu'il y a de ça aussi, hein. Donc je me sens pas seul, en fait. Mes parents sont pas artistes, mais dans ma famille, il y a beaucoup de fibres artistiques. Je me dis pas que ça vient de nulle part. Vraiment, des oncles et tantes, mes parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, même au-dessus. Je suis très intéressé par la généalogie. Il y a plein de traces de ça. Et ensuite, t'as des marques de confiance toute ta vie. Tu fais une école et puis tu fais un exercice à l'école et puis t'as des camarades qui viennent te dire j'ai bien aimé ce que t'as fait, et puis c'est con mais c'est hyper important, et puis des gens qui disent moi j'aime pas, et t'essaies de comprendre pourquoi et t'essaies de trouver, et puis moi je serais pas là à te parler si y avait pas quelques personnes bien précises qui à un moment ont dit à d'autres personnes appelle-le lui, appelle Ambroise pour faire ça parce qu'il va le faire bien, tu le connais pas mais fais-moi confiance, et c'est des gens qui te valident en permanence. En fait, il y a un moment, du jour au lendemain, t'es peut-être plus validé parce que ton truc marche plus, ça fait plus rire personne, et tu travailles mal, et voilà, c'est fini, quoi. C'est un peu, non, mais tu vois, c'est un peu mystérieux aussi que ça marche. C'est un peu un miracle à chaque fois. Tu dis bon bah ça fonctionne, ça parle à des gens, tant mieux. Hein. C'est beaucoup de boulot aussi. Oui, c'est beaucoup de boulot, mais moi je travaille pas en me disant qu'est-ce qui va plaire au public. Oui. Je me dis, il y a des trucs de base du genre, oui, si je fais un film qui dure 6 heures, évidemment, il aura moins de chances d'être vu qu'une vidéo de 2 minutes, tu vois. Mais c'est du boulot d'introspection pour moi. C'est du boulot de savoir ce qui, moi, me caractérise vraiment, ce qui me plaît vraiment, et là où je suis bidon, comme on dit, quoi. Parce que ça aussi, c'est un truc un peu cliché, mais je pense que t'as du succès quand tu fais des choses vraiment qui viennent de toi. Je pense que les gens détectent ça. Ils détectent. C'est pas bidon, je trouve. Pourquoi c'est bidon parce que c'est des phrases un peu toutes faites. Donc moi, quand on me les avait dites, je disais ça veut dire quoi? Attends, je comprends pas. En fait, c'est compliqué d'inverser le rapport de spectateur à créateur, parce que quand t'es spectateur, tu vois les trucs finis et tu te dis ah ouais, en fait, il faut faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et puis en fait, tu comprends que ce que tu vois, c'est vraiment le résultat d'un millier de beaucoup de travail, de beaucoup de hasard, de beaucoup d'artisanat, de trucs imprévus. Et en fait, tu dis donc je ne peux pas prévoir parfaitement ce qui va ressortir et ce que le spectateur va voir. Je peux pas savoir au pixel près ce qui va ressortir. Donc il faut juste que dès le départ, je mette dans mon projet une énergie pure qui vienne de moi vraiment, et que je sois pas en train de me trahir. Sinon, ça va se sentir d'une façon ou d'une autre. C'est Cédric Lapiche qui m'a dit ça. Parce que j'étais allé voir une conférence à la Fnac quand il présentait les poupées russes. Et je lui avais demandé, dans le public, je lui avais dit, vous avez fait des films bien, et puis vous avez fait des films cultes. L'Auberge espagnole, Péril jeune, vraiment les gens le matent, se répètent les répliques et tout. Et je dis, est-ce qu'il y a une différence avec la fabrication de ces films-là? Et il m'avait dit... Déjà, il m'avait dit non, franchement, on peut pas prévoir, parce qu'il y a un autre film que j'ai fait sur lequel j'ai beaucoup bossé qui a pas du tout marché, et ceux-là, oui, mais c'est des films que j'ai fait avec le cœur, peut-être particulièrement, sans prise de tête, quoi. Vraiment, je les ai fait comme une impulsion. Bon, c'est pour ça que je te dis, c'est un peu bidon, ça fait phrase un peu de coach de vie, mais en vrai, il a raison, j'essaie d'appliquer ça aussi. En fait, alors je comprends que ça fait phrase de coach de vie, mais je trouve que aujourd'hui, et surtout dans notre société actuelle, où avec les réseaux sociaux, etc., et même YouTube, tu peux très vite quantifier le succès, parce qu'en fait, il y a des vues, il y a des abonnés, etc., etc. Ouais. Tu pourrais te dire, en fait, moi, c'est ça que j'ai envie d'aller chercher, et en fait, d'avoir ce discours-là, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui voilà, ça. Pour moi, ça se joue pas sur le nombre de vues. Mais pour plein de gens, si, tu t'en rends compte. Oui. Ouais. Mais alors du coup, c'est trop bien quand t'as du succès vraiment quantifiable, justement, et que en plus t'es aligné avec toi-même. Ça, c'est super. Mais moi, j'aimerais bien avoir encore plus de succès quantifiable. Ok. Parce que ça fait toujours plaisir. Mais
mais pour aller le chercher, donc il y a quand même aussi des méthodes. Il faut jouer le jeu, il faut arriver il faut produire, faut comprendre effectivement ce qui se passe. Mais j'aimerais bien le bâtir sur des bases très très saines vis-à-vis de moi-même. Voilà, en gros. Ok. Et comment tu fais ça? Tu disais du travail d'introspection. Imagine, tu reçois enfin, t'es pris pour un casting où tu peux aller à un casting pour un film qui va cartonner et en fait, ça pourrait te permettre de te faire un boost de carrière énorme. Mais en fait, le film, à aucun moment, t'as la sensation que c'est aligné avec qui t'es. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, je crois que je refuserais. En tout cas, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Et c'est marrant, c'est des questions qu'on se pose, des tu préfères, tu sais. Mais ouais, parce qu'en vrai, c'est pas drôle. En fait, j'ai la chance, encore une fois, de faire beaucoup de projets actuellement, même trop, qui me plaisent. Donc c'est compliqué d'aller dans quelque chose où vraiment que tu as à bord, quoi. Alors après, t'as des projets, tu sais que ça va être difficile, mais ça va être intéressant artistiquement et tout. Donc c'est tentant. Je sais pas, c'est difficile comme question. Tu vois, par exemple, Xavier, il a joué dans la série Parlement. Sur France.tv, c'est génial parce que c'est une série. Bon, il a le rôle principal, c'est beaucoup d'investissement, il s'est battu pour l'avoir et tout. Et puis en plus, la série est trop bien. Donc, t'as envie de te donner à fond, de faire les saisons qui suivent et tout. Et ça, c'est des projets extraordinaires. Après, je sais pas si j'ai envie de citer des noms et des trucs, mais je vais pas le faire. Mais si moi on me propose un truc, je pense que j'irai pas. Ok. Parce que j'arrête pas de dire ça aussi autour de moi. Il y a un moment, faut que je sois aligné avec ce que je prétends, tu vois. Est-ce que c'est une façon comme une autre de te mettre des garde-fous aussi? Passer ton temps à dire non, ouais, moi. Bah peut-être, en tout cas ça m'oblige parce que je suis pas juste acteur, je suis créateur au sens j'accouche des projets. Ça m'oblige à m'interroger moi. Genre c'est quoi la limite, à quel moment mon truc il est putassier, à quel moment voilà. Mais en même temps, tu vois, Cocovoite, c'est des sketchs de 2 minutes qu'on a fait sur le covoiturage. On en a fait presque 300 avec on est 4 auteurs comédiens et puis plein de guests qui sont venus. J'ai réalisé la série. Sur 300 épisodes, il y a un truc que j'ai compris, c'est que tu peux pas être pertinent à chaque fois. Il y a quelques épisodes dont j'ai honte, tu vois. Et il y en a dont je suis très très fier. Mais c'est un peu comme quand t'es petit, tu regardes les sketchs des inconnus, les 3-4 meilleurs, tu dis mais c'est des génies, tout ce qu'ils font est bien, les Monty Python pareil. Et puis en fait, tu vas creuser et tu découvres qu'il y a des sketchs qui sont pas ouf. Et tu dis en fait ouais, t'es obligé quoi. Même South Park, il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres. Et t'es obligé dans la quantité, tu vas aller 10% de tes trucs, être très très fier de ce que t'as fait, voilà. Donc c'est déjà une forme de compromission. Alors qu'on pourrait se dire, ah non, cet épisode n'est pas parfait, je ne le tourne pas. Je ne le sors pas, je ne le fais pas. Mais du coup, quand tu dois faire 100 épisodes, parce que c'est ça qui a été commandé, c'est dur. Faut apprendre, voilà. Forme de compromission. Et comment t'as fait? Eh ben, on essayait toujours de le rendre un petit peu marrant ou de mettre quelques ingrédients qui nous plaisent, mais et puis comme t'en tournes plein dans la journée, tu te dis celui-là il est pas génial, mais celui d'après il va être trop bien, et puis celui d'avant j'en suis fier, et puis il y a un moment faut que tu manges, donc il y a une question d'argent aussi quoi. Tu dois faire 100 épisodes, tu fais 100 épisodes. Non, la question c'est est-ce que tu bosses encore plus pour encore plus les préparer, encore plus les écrire, et là tu rentres dans des considérations de combien de temps j'ai pour préparer la saison, quels sont les moyens qu'on me donne, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire pour ce montant-là? Oui, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie que ça se fasse, même si c'est pas l'argent que ça mérite, etc., etc. Et voilà. Mais en tout cas, pour répondre à la question, à la base, le truc d'introspection, l'école a été super pour ça. J'ai pu faire tourner beaucoup de films, des fausses pubs, des courts-métrages, et après tu fais la somme et tu dis en fait qu'est-ce qui m'a plu dans tout ce que j'ai tourné, tous les genres que j'ai essayé. Et à peu près 1 ou 2 ans après l'école, j'ai compris que tous mes projets que j'aimais bien parlaient toujours de la même chose. C'est marrant, je me suis dit ok, c'est ça ta matrice, ne crois pas que tu peux tout faire, c'est ça clairement que tu fais à chaque fois. Et tous mes projets, c'était un truc qui passait de la légèreté au grave, au drame, de la surface à la profondeur, en gros. C'est le schéma qui se retrouve dans tous les trucs. S'il y en a qui nous écoutent, qui ont vu de moi, a priori, il y a ça tout partout. Ouais. Et donc, ça m'a fait... Je me suis dit, ok, c'est ta différence, cultive-la, quoi, fais-le, quoi. Enfin, pas la différence, il y a des gens qui font ça aussi, mais voilà. Et sans spoiler le spectacle. En fait, je me demandais un petit peu comment pitcher votre spectacle, mais je crois que c'est impossible et il faut pas, en fait. Pour moi, c'est juste, viens, assieds-toi et laisse-toi faire et lâche prise. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi beaucoup de ça. Et tu vas rire, c'est drôle aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, il faut pas, voilà, c'est,
C'est un peu pareil. Dans le spectacle, vous passez aussi de la surface à un moment donné où... Bon, on en reparlera un peu plus tard, mais en fait, justement, c'est l'occasion de parler de ta société de prod et de Ebim que tu as monté avec Andrea, avec ton comparse. Ouais. C'était une vraie volonté de ta part à un moment donné de te dire, ok, pour réaliser mes projets, j'ai avant tout besoin d'avoir une structure dans laquelle je peux aller mettre les choses que je veux faire plutôt que d'attendre que, je sais pas, Canal+ ou d'autres boîtes de prod viennent te voir, quoi. Oui, on l'a monté, cette société de production, très vite après l'école. Et effectivement, je me suis dit qu'il fallait rester maître de ces projets. En même temps, on monte ça, on est jeune, hein, donc on ne sait pas encore tout ce que ça implique, mais il y a cette intuition qu'on sera plus fort ensemble et avec une structure. Parce qu'une structure juridique, concrètement, ça veut dire que tu peux facturer des clients. Donc, dès le début, on a dit on va faire des films pour les entreprises. Mais donc, faire des films pour les entreprises, pour te payer, il faut que tu aies une structure. Donc, pourquoi pas une société à plusieurs plutôt qu'un statut d'auto-entrepreneur et tout, c'est plus facile. Et puis après, la structure te permet de louer un bail pour avoir des locaux. Et puis dans la tête des gens, il y a quelque chose de il y a une maison là, il y a un truc qui se passe ici, ça permet de fédérer. Je pense que j'avais le fantasme aussi de l'auteur-réalisateur-producteur qui reste maître de ses projets de A à Z. Je comprenais pas bien encore comment fonctionnait le système de financement de films ou de séries. Et je me rends compte qu'on peut pas tout faire tout seul. De toute façon, il faut que tu aies des partenaires. Mais c'est, au final, elle a 10 ans. Ebim a eu 10 ans, là, en octobre. Et c'est un projet dont je suis vraiment très fier puisque oui, ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis beaucoup de choses, pour ces questions vraiment purement administratives, juridiques, de monter des projets, de les initier soi-même, d'avoir un lieu. Et en même temps, ça a certainement empêché certaines choses, puisque je suis pas... si j'avais été en gros freelance, genre auteur-réalisateur freelance, j'aurais été... peut-être que j'aurais passé plus de temps à développer certains trucs, ou j'aurais noué des liens voilà. Mais en fait, j'ai fait un peu des deux. Parfois, j'allais bosser, quand je suis allé bosser chez Canal, je bossais chez Canal à mi-temps et le reste chez Ebim, puisque on savait que c'était utile, que d'une façon ou d'une autre, ça allait être bien. Et puis après, Ebim a bossé avec le groupe Canal+, grâce à ça aussi. Donc c'est un peu jonglé sur les deux. Mais oui, forcément, choisir, c'est renoncer, quoi, de toute façon. Donc, monter ta structure, ça veut dire aussi passer du temps dans cette structure-là, à la développer, plutôt que d'aller développer des trucs. Ouais, et puis il y a des moments qui sont moins drôles où tu fais des films d'entreprise, où même si c'est toujours intéressant, mais où tu passes du temps à faire des Excel ou des trucs comme ça. Mais au moins, en fait, c'est sans mauvais jeu de mots, ça structure ta journée aussi. Parce que si t'es tout seul et que tout repose sur j'appelle des copains et vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'un coup, c'est une montagne. Ok, vas-y, on va faire ça, il nous faut du matos, on va le louer, mais alors on le loue comment? Il faut que c'est le nom de qui? Enfin, ça centralise tout, ça incarne, voilà. Et puis du coup, franchement, c'est ça correspondait à notre tempérament, je pense. Très bon conseil pour tous les jeunes vidéastes, tu vois, ou d'une manière générale, les gens qui ont envie de créer des trucs. Je crois que c'est une super idée de créer une structure. Alors, je sais pas, faut que ça corresponde à leur tempérament. Encore une fois, à ton caractère. Mais si tu trouves des gens, c'est aussi risqué, hein. Nous, ça fait 10 ans, mais il y a plein de boîtes qui ferment vite et tout, pour plein de raisons. Ouais, mais c'est pas grave si tu fermes ta boîte. Ouais, non, c'est pas grave. T'apprends des choses en passant. C'est pas grave, effectivement. Non, c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, quand tu trouves quelqu'un avec qui tu peux travailler, faut vraiment le garder très proche de toi. Comme la prunelle de tes yeux. Ouais, exactement. Ouais. Parlons de Marius. Ah. Moi, je t'ai découvert par Marius, en fait, à l'époque. Je crois que la toute première vidéo de Marius, qui est... Alors, je me souviens plus, mais... Le clown. Le clown, voilà. Où je vois ce truc, et je me dis, c'est étonnant. Donc, effectivement, Marius, à la base, le concept, c'est un podcast avec un mec hyper enjoué, qui fait, alors aujourd'hui, je voudrais... une nouvelle vidéo un peu spéciale, enfin tous les codes de YouTube de l'époque, quoi. Ouais. Et à un moment donné, il y a une bascule dans tous les épisodes. On peut appeler ça comme ça, oui. Je crois que ça vrille. Il y a une bascule qui amène dans un ailleurs, en fait. Et en fait, moi, ça m'a fasciné. Je me suis dit, ok, je sais pas qui c'est, mais ce mec est fou. C'est génial. Et après, j'ai vu que en plus, alors je sais pas si c'est dès le premier épisode, mais tu montes
tu faisais des vidéos de décryptage. Ouais, des commentaires audio de mes propres Commentaires vidéos, audio, ouais. exact comme dans les Ouais. DVD. C'est ça. Et t'expliquais globalement, t'avais une vidéo qui était beaucoup plus longue, qui faisait, je sais pas, 1 heure et demie, où tu reprenais chaque truc en expliquant un petit peu comment t'avais monté tout ça. Ouais. Bon, alors je mettrai les liens dans les notes, comme ça les gens pourront aller cliquer directement, aller voir Allez-y. ça... Faut pas spoiler, en fait. L'épisode sur la piscine est complètement dingue. Qu'est-ce qui se passe? Bref. Mais je trouvais ça hyper intéressant et j'aimerais que tu me racontes un petit peu pourquoi tu as voulu faire ces commentaires audio. Alors, les commentaires audio, oui. Alors, on les appelle les inside, nous, sur la chaîne. Donc, inside, c'est vraiment ce que ça dit. Voilà. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi je faisais Marius, qui n'ont pas compris, qui ont vu le truc, qui ont dit mais c'est quoi? Donc je me suis dit, c'est intéressant, faut que j'explique ma démarche. Mais bon, c'est pas une bonne raison parce que tu devrais dire, un artiste n'a pas à commenter sa propre œuvre. Mais c'est un vrai débat. Oui, mais même, je pense que là, pour le coup, moi, je préfère largement qu'on commente et qu'on discute et qu'on se mette d'accord sur c'est quoi les idées qu'on échange plutôt que dire démerdez-vous, quoi. Et parce que notamment la première vidéo est ultra violente de Marius, le clown, et donc j'avais aussi un peu ce côté, j'ai des comptes à rendre. La deuxième raison, il y a pas de trigger warning, hein, il y a pas de... Non, maintenant il y en a un. Maintenant il y en a un. Mais effectivement, il y avait pas de trigger warning et je pense qu'il y a des gens qui ont été. Mais bon, c'était aussi une sorte de manifeste, une sorte de façon de dire voilà, on arrive, nous, on veut détruire, enfin interroger un truc de façon assez violente et voilà. Donc un peu comme un troll ou un punning, mais assez hardcore en vidéo. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait j'adore ça, moi, les commentaires audio. Je trouve ça super. Je peux passer des heures à écouter des gens qui parlent de leurs œuvres, enfin des gens intéressants. Un truc qui m'a déclenché, je pense que c'est celui de Jean-Jacques Hano qui parle du nom de la rose. Il y a 2 heures, fascinante, et tu te dis en fait le gars, c'est génial de voir ce à quoi il a pensé, les difficultés qu'il a rencontrées. Et j'en viens du coup à mon troisième point qui est, je pense que j'aurais aimé voir moi ces insights, ces commentaires audio quand j'avais commencé ma formation et tout, parce que ça te permet de rentrer dans le détail de concrètement comment tu fabriques un film. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois tu vois une œuvre finie et tu te dis d'accord, donc c'est comme ça que ça se fait. Puis en fait tu te rends pas compte de tout ce que tu dois traverser, d'imprévus, d'aléas, d'improvisation, de parfois de fulgurance, qui font que le film, au moment où tu le fiches, tu dis voilà, c'est fini. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. En fait, je suis obsédé par le concret des choses. Genre, non mais concrètement, comment t'as écrit cette blague? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où elle vient? C'est quoi l'influence? Et pourquoi tu l'as filmé comme ça? Et dans la vie de tous les jours, je trouve ça intéressant, le concret. Quand tu t'engueules avec quelqu'un, c'est pas juste en surface. Tu dis attends, d'où vient cette engueulade? Tu vois. J'ai l'impression que t'as un cerveau très rationnel. Oui. T'es pas... Non, mais tu vois, t'es pas le créatif éthéré. Au contraire, mais tu me fais un peu penser à Navo. On va en reparler parce que vous travaillez ensemble oui. sur le spectacle, où il a vraiment c'est limite le mec, tu parles un peu avec lui et en fait t'as plus envie de rire parce que vraiment il te décortique tellement les blagues que tu finis par comprendre le mécanisme de la blague. Ouais, mais c'est magnifique, du coup, c'est quelqu'un qui te montre le moteur d'une voiture et qui dit waouh, qu'est-ce que c'est bien monté, quoi. Qu'est-ce que c'est malin d'avoir mis la soupape ici. Il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Je comprends. Et c'est un peu de la poésie aussi. Après, bon, ça, je pense qu'il y a de la rationalité, mais ça empêche pas un peu de poésie, de folie et tout, mais bon, en fait, moi, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi les gens se disputent ou pourquoi la politique ça se passe comme ça. Parfois je me dis mais attends, on a les solutions, on a déjà plein d'exemples, on a vu, enfin si on se mettait d'accord, les choses devraient s'organiser comme ça et tout. En même temps je sais qu'il y a un facteur forcément humain, aléatoire, les émotions, absolument. Non mais tout à fait. Et ça c'est très important. Mais même le facteur émotion, tu peux le prendre en compte de façon cartésienne. Dire, n'oublions pas le facteur émotion, qui donc est un facteur qu'on maîtrise pas ou qui peut jouer. Et donc j'ai toujours eu un peu de dégoût pour les malentendus. Et quelque part voir un film et se dire ah bah il l'a écrit, il l'a fait comme ça, c'est un malentendu, tu vois.
Donc il faut dire non, cette scène elle n'était pas prévue comme ça, elle a été retournée 2 mois après parce qu'il y a eu des tests, je sais pas quoi, ça à la base c'était pas le scénario, et voilà, ça me fascine. En fait la fabrication, l'artisanat me fascine presque parfois autant que l'œuvre elle-même. T'as une volonté de transmettre aussi, parce que tu disais, moi j'aurais adoré voir les insides en fait. Ouais, je pense que c'est important, et l'humanité souffre du manque de transmission claire. Donc non, mais c'est vrai, la sagesse, en fait, c'est hyper important. J'essaye de demander aussi à plein de gens comment ils font les choses, comment ça s'est passé, pour me dire, en fait, faut pas que je sois idiot. Évidemment que ça va m'arriver, je vais faire les mêmes erreurs, donc je préfère les connaître à l'avance. Dans le couple, ça c'est hyper intéressant, tu vois. Parfois on voit des personnages dans les films qui disent nous on n'est pas comme les autres, on est un couple différent et tout. Tu dis quelle prétention. Moi j'ai dit ça, hein. Et puis en fait à un moment tu dis attends, je vais juste essayer de réfléchir à, concrètement, quels sont les problèmes qu'un couple rencontre dans sa vie, pourquoi, voilà, et puis au moins je l'essaie, et puis après tu te positionnes par rapport à ça. Mais enfin je dis le couple parce que c'est un exemple je pense qui touche beaucoup de gens, mais dans les films, dans tout, transmettre, ça permet d'aller un peu mieux, de mieux prévoir les choses, je sais pas. C'est une façon de laisser une trace aussi. Ouais, en plus, ouais. Ah ouais, moi je suis content quand quelqu'un me dit j'ai vu ton inside, ça m'a vachement plu et tout, ça fait plaisir, parce que c'est pas les vidéos les plus vues, puisque c'est vraiment moi qui parle de vidéos que je fais moi, dans laquelle je joue en plus, mais j'essaie quand même de les bosser, de les structurer un peu comme un cours que je donnerais. J'ai donné des cours dans mon ancienne école aussi, un peu un truc comme ça, genre, si ça vous intéresse, voilà, point par point, et donc ça fait plaisir quand des gens me disent qu'ils ont regardé. Je passe un peu du coq à l'âne, mais t'as aussi monté un podcast que j'ai découvert complètement par hasard. Je t'avais envoyé un petit message pour te dire à quel point j'avais adoré, que j'ai découvert sur le tard en plus, mais donc il s'appelle Des trains à travers la plaine. Si vous avez la ref, Alain Bachung. Voilà. Et donc t'es avec 2 potes pour le coup. Ouais, Baptiste et Nicolas. Donc qui sont pas du tout artistes pour le coup. Nicolas Rouchekin, il est auteur et scénariste et journaliste. Et Baptiste Pignon, lui, il est psychiatre. Donc pour le coup, non, il est pas du sérail. Il est pas du sérail. Et en fait, vous vous retrouvez à 3. Alors vous avez démarré, si je me trompe pas, début janvier. Enfin, en tout cas, le premier épisode, il date de début janvier. Janvier 2021, ouais. Où on est en plein dans le 2e confinement, je crois. En fait, on est en plein dans le dur. Et vous avez un premier épisode qui parle du contact, où vous prenez pour chaque thème un morceau de musique. Ouais, on diffuse des chansons, on lit des extraits de livres, et on diffuse des extraits de films qui, d'une façon ou d'une autre, parlent du contact, enfin du thème choisi. Donc on a passé La Dolce Vita de Christophe, Ultramoderne Solitude de Souchon, Barbara, Vienne. Après, c'est le contact sous toutes ses formes, quoi. Cabrel, Répondez-moi. Et en fait, ce podcast, on l'a fait pour le plaisir de discuter de ces œuvres entre nous, comme 3 copains qui se partagent. J'ai un disque, il faut que tu l'écoutes, ou ça me rappelle cet extrait de livre, il est incroyable et tout. Donc on essaie de garder ce truc un peu de goût, parce que c'est vraiment 2 copains qui sont géniaux pour ça, et de se dire dans le répertoire en fait il y a plein de choses qui peuvent nous aider à mieux comprendre, mieux saisir, mieux s'émouvoir de la vie de tous les jours, ou de thèmes, voilà. Et pour transmettre, parce que tant mieux si des gens découvrent au passage certaines œuvres. Moi-même j'en découvre, parce que quand Nico ou Baptiste arrivent, ils disent je propose ça sur le thème, mais il y en a plein que je connais pas. Et voilà. Après, la structure du podcast t'oblige, vu que tu le diffuses auprès des gens, à te réunir, à structurer tout ça, et que ce soit pas juste comme si on se voyait tous les 3 un soir et qu'on échangeait des chansons, tu vois. Ce qu'on fait aussi, hein. mais voilà. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment le meilleur format possible pour un podcast, c'est-à-dire juste. Souvent les gens se moquent en disant un podcast c'est des gens qui vont discuter dans un micro et c'est chiant, quoi, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'est tellement réducteur, parce que oui, mais il y en a qui sont comme ça. Il y a des podcasts délire entre potes, en gros, c'est le mauvais côté, on va dire, ça peut tirer par là parfois, et c'est vrai que parfois tu peux te sentir un peu exclu de ce qui se raconte. Il y a un côté un peu, j'ai pas l'impression d'être à la table avec vous, en fait. Ouais, j'ai pas l'impression, et puis aussi, en fait, moi j'ai des potes, donc je vais plutôt passer ma soirée avec mes potes plutôt que d'écouter des gens, tu vois. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant quand je trouve c'est structuré, et tu sais pourquoi tu le regardes. Et
Et nous, vraiment, on en parle parce que on essaie d'en parler de façon un peu inspirante, mais on n'est pas du tout des spécialistes ou des experts de la chanson française ou quoi. Mais le but, c'est aussi de découvrir des œuvres, d'écouter des œuvres, de mettre en avant des œuvres. Et ça, pour le coup, je pense qu'à la fin, si tu l'as écouté, t'as au moins une chanson que tu connaissais pas, et puis même une que tu connaissais, mais t'avais pas fait attention aux paroles, et tu dis, attends, c'est vrai que ça parle de ça. Super intéressant. Ça m'a toujours, j'ai toujours été beaucoup plus texte que musique dans les chansons, quoi. J'adore. Tu dis, en fait, il y a des paroles, ça se lit juste sans les écouter, quoi. Elles sont magnifiques, c'est de la poésie, quoi. En tout cas, donc je mettrai un lien pour les gens qui veulent découvrir, mais moi j'ai vraiment l'impression d'être à la table avec vous, et pour moi ça marche. C'est-à-dire que pour moi c'est le succès, tu vois. Quand j'ai l'impression d'être avec vous d'être en train de discuter, en tout cas en train d'écouter, ça marche bien, quoi. Trop bien. On essaye de créer une ambiance un peu cosy. Et d'ailleurs, on s'est posé des questions. Est-ce qu'il faut qu'on évoque qu'on est dans une émission, ou qu'on fasse vraiment comme s'il y avait un micro dans notre salon, tu vois? Il y a un peu un mélange des deux, mais voilà. Du coup, c'est un peu chiant à faire, puisqu'il y a beaucoup de travail en amont de sélection des œuvres. Et après, quand on enregistre beaucoup plus longtemps que la durée, et on remonte pour réduire à 1 heure. Pour justement, parce que quand on parle, on laisse libre cours à la discussion. C'est un peu structuré, mais quand même, on enregistre plus, pour garder justement un truc très fluide à l'écoute, quoi. Bon, alors parlons de ce spectacle. Avec plaisir. Ambroise et Xavier. Ambroise et Xavier. Donc, tu me racontais que tu avais rencontré Xavier au moment de Canal, c'est ça? Ouais, on s'est rencontrés chez Canal+, où on était auteurs tous les deux au bureau des auteurs, qui était une cellule, on était 6-7, nous devions écrire des contenus pour l'antenne ou réfléchir à des nouveaux concepts de format court. C'était vraiment un truc un peu idéal où tu arrives le matin, tu regardes l'actu, tu écris des blagues sur l'actu, et voilà. Et on a bossé là-bas avec plein de gens avec qui on travaille encore aujourd'hui, dont nos metteurs en scène Thomas Soulignac, Martin Darondeau, des copines avec qui on bosse, Queenie Tassel, Ambre Larazet, Giulio Calegari, Guillaume Poujabadi, je les cite parce qu'ils sont tous extraordinaires, Marie Bonisso, enfin vraiment plein de gens avec qui on a gardé contact. Et Xavier, autour de ces 2 années au bureau des auteurs de Canal+, s'est formé le désir de se lancer des défis, et notamment de jouer sur scène tous les deux. Parce qu'en fait, on baigne dans l'humour, on se partage tout le temps nos références d'humour. Ah, t'as vu ça, tel film, tel spectacle. On est allé voir des choses tous ensemble, et Xavier et moi, étant aussi comédiens, on s'est lancé ce défi motivé par cette ambiance extraordinaire de se dire, mais on est payé pour écrire des trucs marrants, quoi. Et donc, vous décidez de former un duo, parce que vous en jouez beaucoup dans le. Oui. Vous en jouez beaucoup dans le spectacle sans spoiler, mais vous décidez de former un duo. C'est une vraie volonté à un moment donné de vous dire, on va monter tous les deux ensemble sur scène. En fait, on s'est dit, on va faire un spectacle à 2, donc ça va être sous la forme d'un duo, mais on s'est pas dit, allez, maintenant dans la vie, on est un duo Ambroise et Xavier, parce que Xavier et moi, on a beaucoup d'activités à côté, donc ça c'est même plutôt sain, je trouve, mais il y a le duo Ambroise et Xavier qui notamment fait partie de nos activités sur scène, et puis en vidéo, et puis on écrit une série ensemble là, voilà. On s'est dit que voilà, c'est comme toujours, tu te lances un défi, c'est plus simple quand t'es plusieurs dans le défi parce que tu te motives l'un l'autre, quoi. Donc on a fait quelques scènes ouvertes chacun de notre côté, juste pour se dépuceler, on va dire, de la scène, se dire voilà, j'écris un texte, je vais le dire devant des gens. Et puis on a pareil reçu beaucoup de marques de confiance. John au Sonar qui nous a laissé sa salle, il nous a dit en mars je vous donne la salle 1 heure par semaine, je suis sûr que ça va le faire. Et donc on s'est dit ok, vas-y, on a 3 mois pour faire 1 heure, et puis on a joué 7 heures, et puis il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'on tenait peut-être quelque chose, qu'il fallait travailler, qui nous ont rejoints pour nous aider à la mise en scène, ou notre attaché de presse Léo Dombois qui a été là très vite avec Monsieur Fraise, qui nous a encouragés, et puis on a bossé avec elle, et puis après on s'est pris un peu au sérieux, quoi. Mais à la base c'était vraiment un défi, quoi. Et maintenant, on est en train de se faire des réunions en disant, alors attends, on peut pas dire ça, il faut qu'on réfléchisse, il faut que ce soit cohérent et tout. Alors qu'à la base, c'était juste, vas-y, on a envie de faire quoi, tu vois. Donc, on suit tranquillement une voie de professionnalisation, mais ça nous plaît toujours, et c'est trop bien. On a une carte blanche, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, t'es sur scène, c'est ton délire, quoi. Ouais, on va en reparler, mais comme vous êtes auteur, on vous en joue, en fait, mais, vous en jouez beaucoup dans le spectacle du fait que c'est vous qui écriviez le spectacle, et donc oui, vous faites ce que vous voulez. En abîme un peu. Ouais. Beaucoup de mise en abîme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, sur le processus de création encore. Et
Mais en fait, pour expliquer, c'est un temps long, parce que tu me disais tout à l'heure, ça fait 3 ans et demi. Alors, certes, il y a 1 an de Covid où vous arrêtez. Mais donc, en gros, ça fait quand même 2 ans et demi avant d'arriver à là où vous êtes aujourd'hui, quoi. Ouais, on a commencé en mars 2018 au Sonar. Après, on a changé de salle, et puis on a rechangé de salle, et là, on va rechanger de salle. Et à chaque fois, c'est des petites étapes où... En fait, le spectacle n'a pas encore donné ce qu'on voulait qu'il donne. Ok. Nous, déjà, on progresse. Un moment, on s'est dit, alors attends, on peut plus monter sur scène habillé comme ça, il faut qu'on ait des costumes de scène. Après, on s'est dit, attends, il faut que les sons ils soient mieux produits, il faut que la lumière elle soit mieux faite, faut qu'on mette des vidéos parce qu'on a une idée qui marche avec la vidéo, donc on va tourner les vidéos, puis après on a retourné les vidéos en mieux et on va les retourner encore et ça grandit. Vraiment, c'est ce qu'on appelle le développement, quoi. Ça n'empêche pas que ce soit agréable à regarder. Et à chaque étape, c'était chouette. Mais à chaque fois, nous on se dit, on peut aller encore plus loin, on peut tester ça. Mais en vrai, ce qui va se passer, c'est que si on continue comme ça, à un moment, le spectacle du futur il sera pas forcément mieux au niveau de l'expérience pour les spectateurs que le spectacle du passé, mais nous, il sera plus assumé en disant, ok, on a mûri vraiment les thèmes dont on veut parler, la façon dont on les fait et tout, et on a bossé dans notre jeu d'acteur, on a compris un peu mieux comment ça marchait, et voilà. En fait, ça, c'est un truc vraiment, je me suis dit, hier, c'est marrant, je me suis dit, mais en fait, là, on joue depuis 3 ans et demi. Moi, j'ai l'habitude, quand je fais une vidéo, elle est finie, je m'en débarrasse, en gros. Mais là, je dois assumer de jouer des trucs que j'ai écrits parfois il y a 2-3 ans, encore, alors que moi, j'ai changé. Bon, ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec ce que je dis, mais je me dis, attends, faut que je me reconnecte à l'artiste, à l'auteur de l'époque. Et c'est super dur, en fait, de jouer sur scène. Faut que tu te remettes dans cette énergie et que tu dises, en fait, je le fais pas pour moi, je le fais aussi pour le public. C'est très, très différent d'un truc, d'une vidéo que tu fais. Parce que je pourrais pas refaire aujourd'hui un Marius que j'ai fait il y a 5 ans. Ce serait pas la même chose, j'ai pas du tout la même énergie. Bien sûr. Mais c'est comme si je devais le refaire un peu chaque mois, tu vois. Donc c'est quand même hyper curieux, la scène, quoi. Le live. Et t'y arrives ? On essaye, mais il y a forcément un petit peu d'imposture puisque t'es un peu parfois en mode automatique, genre je vais faire ce truc parce que c'est dans le spectacle, je peux pas juste l'enlever, ça manquerait de cohérence après. Mais donc c'est là le travail, c'est de trouver des thèmes qui font que tu dis non, ça c'est tellement ancré en moi que ça sera encore d'actualité dans 3-4 ans et cette façon de le traiter sera aussi d'actualité. Mais c'est pour ça que c'est chouette aussi, c'est que ça évolue petit à petit. Parfois on se dit non mais cette blague on peut plus la faire, ou on se dit ce truc il grince un peu, il faut peut-être le coupler avec cet autre truc. Ça c'est du pur recul en se disant l'écriture il y a un truc qui marche pas, mais ouais, on arrive à le faire. Après là il y a des vidéos dans le spectacle où on les a filmées il y a 2 ans, donc on commence à voir qu'on a, c'est que 2 ans, mais quand même tu vois un peu la différence aussi physique, tu vois. Donc ouais, faut se remettre dedans à chaque semaine. Comment ça se passe votre duo avec Xavier ? C'est dommage qu'il soit pas là parce que j'aurais bien aimé. Il a rien d'intéressant à dire en général. Non, mais ça se passe. je vais parler pour nous deux du coup à ce niveau-là, mais je pense que ça se passe bien. On a de la chance d'être dans le même délire, enfin d'être dans le délire. Genre, le délire c'est un peu un mot valise, mais on aime bien aborder très sérieusement des trucs très bêtes ou en apparence très triviaux. Genre on est concentré dessus. Et donc ça nous fait beaucoup rire. Quand une blague sur scène est faite et que les gens se disent attends, ils ont préparé tout ça pour ça. Enfin ça nous plaît, tu vois. Parce que c'est pas gratuit non plus, on sent que ça déclenche des trucs sensoriels chez les gens, c'est pas juste intellectuel, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Donc ça nous plaît beaucoup. Donc on est connectés là-dessus. On est je pense tous les deux des bosseurs et ça se passe bien puisque encore une fois Xavier il est auteur, il a écrit la série Validé, il a développé une autre série importante avec Melrabé Diala, il a joué dans Parlement, il a joué dans des films, il a une actu, vraiment ça décolle pour lui, c'est super, tu vois. Et moi pareil, je m'éclate à faire plein de projets, parfois il y en a qui se recoupent avec Xavier, donc le duo n'est pas une zone à enjeu si tu veux pour nous. Il n'y a pas une tension qui naît de si ça marche pas c'est horrible. Ouais. On fait ça parce que ça nous plaît, parce que ça marche un petit peu et voilà. Et vous n'êtes pas Élie et Dieudonné, quoi. Vous avez pas, parce que Élie et Dieudonné, chacun de leur côté, ils n'avaient pas de carrière en fait avant de se.
Eh ben, je ne crois pas en tout cas. Je C'est une connerie, mais je sais pas. Ils étaient pas connus, je pense quoi. que, en fait, je sais pas quelle est leur période exactement, mais je sais qu'ils faisaient des films parfois ensemble, parfois chacun de leur côté, mais après, du coup, ils ont chacun eu une carrière, ils sont exprimés chacun. Et chacun à sa façon est allé au bout de son projet. Et c'est pas pour que je parle des liés Dieudonné, Non, mais c'est parce vrai. que pour moi, ça. Mais pareil pour Ouais. Eric et Ramsey, tu vois. Eric et Ils Ramsey, sont ouais. arrivés, ils n'existaient pas en tant que. Voilà, exactement. Bah nous, c'est un peu différent. On n'est pas. C'est pour ça que je dis on n'est pas un duo. Mais en même temps, je dis ça, c'est débile. Si le duo sur scène fonctionne de ouf, bah il y a un moment, les gens ils nous connaîtront en tant qu'Ambroise et Xavier, et ce sera bizarre de voir une vidéo de Xavier sans Ambroise ou d'Ambroise sans Xavier, parce que tu vois. Donc moi, parfois, je vois des trucs quand on a vu les premiers trucs d'Eric et Ramsey sans l'un ou sans l'autre, on se disait bah il manque l'autre, c'est bizarre et tout. Donc bon bah on verra bien ce qui décolle le plus quoi. D'ailleurs, vous avez un compte Insta Ambroise et Xavier, parce que vous existez. Oui, désormais, on a en un tant que- compte Insta Ambroise et Xavier, on a un compte Insta à chacun nous, mais effectivement. Mais tu vois, on n'a pas de chaîne Ambroise et Xavier. Les vidéos Ambroise et Xavier, elles sont sur la chaîne Ebim, voilà. Et mais c'est à creuser. En fait, on se dit qu'on est plus acteur dans un truc qu'on a écrit. Mais il se trouve que le spectacle, pour la confusion et pour plein de choses quand vous viendrez voir le spectacle, s'appelle Ambroise et Xavier pour vraiment se dire, ok, on va voir un duo sur scène comme on verrait, je sais pas, Omar et Fred ou sur scène, tu vois. Ah ouais. En fait, on joue sur ces trucs de l'imaginaire. Nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là, mais on joue sur l'imaginaire de, ah oui, c'est le duo, quoi. Ouais, énormément. Oui, on joue énormément dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas interrogé, dont tu aurais aimé parler? Ouais, j'aimerais parler d'un format court que j'ai produit avec Ebim et que j'ai coécrit. C'est un truc très chouette, donc j'en parle, c'est Ambre Larazet et Queenie Tassel, donc deux copines du bureau des auteurs qui ont créé ce format qui s'appelle Damoiselle. Et ça nous a occupé pendant 1 an, donc ça c'est plus mon activité de producteur, mais bon, aussi co-auteur, parce que c'est des tutos beauté à travers l'histoire. Il y a 8 épisodes de 5 minutes. Et c'est Ambre qui joue le personnage et qui fait une moyenâgeuse, une gauloise, qui partage vraiment des trucs de beauté esthétique, des vrais trucs. Et c'est marrant, c'est des sketchs. Donc ça, c'est une activité qui m'a beaucoup plu aussi, d'accompagner un projet qui va sortir là en janvier sur TV5 Monde Plus. Et voilà, je voulais en parler juste pour que les gens se rendent bien compte de mes journées. Et ça fait partie de l'enrichissement global. Tu écris, tu joues des trucs sur scène ou en vidéo, et puis en même temps tu discutes avec d'autres gens dont c'est le projet que tu as rejoint, et donc ça t'oblige à t'interroger sur tout le reste. Donc c'est super. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu bosser avec les filles là-dessus. Et voilà, ça va sortir en janvier, donc allez voir Damoiselle, c'est vachement bien. Ça nourrit d'autres choses chez toi, le fait d'être plutôt en support à ce moment-là? Ouais, vachement, puisque tu bosses avec d'autres êtres humains, donc tu te rends compte que les gens fonctionnent pas tous de la même façon, et puis en vrai, ça t'apprend plein de trucs. Parfois, tu es avec des gens, tu te dis ah ouais, cette façon de penser, cette façon d'écrire, c'est intéressant. Il y a toujours la tentation un peu quand t'es auteur, je pense, d'être tout seul dans ton coin pour que les choses sortent de ta tête à toi, que ce soit pur, mais en fait, faut assumer les influences, quoi. Et en permanence, on influence et on est influencé par les autres. Et puis en plus, pour parler du concret, quand tu accompagnes un projet, il faut que ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, c'est qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé. Voilà, ça, je pense que c'est une phrase qu'on peut graver dans le marbre. Et donc, ça t'oblige à te structurer, à bosser la communication, la façon dont les étapes avancent. Et ça, c'est très important, parce que t'as aucun projet artistique qui se monte. Le spectacle, c'est aussi bien monté parce qu'à plein d'étapes précises, très sérieuses, on s'est dit attends, à quelle vitesse on va, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'abord, etc. C'est pas juste on écrit des délires, on joue, quoi. Et tout est comme ça. Tout est de la logistique. J'adore la logistique. C'est vrai à ce point-là, ouais. Ah bah oui, c'est tout. Voilà. Et pareil, les engueulades de couple naissent parce que t'as oublié de prévenir que t'avais prévu ça, et l'autre dit mais tu me l'as pas dit. Mais oui, en fait, tout naît de ta capacité à t'organiser et à le communiquer aux bonnes personnes quand il faut le faire, je pense. Et les films, les vidéos, les spectacles, c'est du travail d'équipe tout le temps. Donc communiquer et se faire le point dans sa tête. Plus ça va, plus j'ai du mal avec les gens pas organisés, parce que en fait le temps est précieux, quoi. Et je pense que c'est une qualité qu'on peut demander aux autres avec l'âge. Oui, enfin, je sais pas, après ça veut pas dire, voilà, il y a des choses très belles qui se passent dans l'improvisation, bien sûr, mais il y a un minimum, quoi. Sinon je comprends.
J'ai pas parlé de l'arrivée de Navo sur le spectacle parce que moi, Navo, il m'a parlé de votre spectacle. Ouais. En disant, j'écris avec Ambroise et Xavier. Ils ont voulu faire un spectacle qui parle de méta-spectacle, etc. Et je me suis dit, ok les cocos, si vous voulez jouer à ça, let's go, on va y aller ensemble. Ah ouais. Là, il nous a challengé, ouais. Et je vois très bien, connaissant un peu le cerveau tordu de Navo, ce qu'il a pu vous amener, tu vois, à ce moment-là. Comment il vous a poussé dans l'écriture du truc à pousser le concept encore plus loin, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas vu le spectacle avant, pour le coup, tu vois. Donc... Ouais. Alors, Navo, c'est trop bien parce que il te dit, ok, je suis dans votre délire. Je crois comprendre le délire. Vous voulez aller plus loin. Et en fait, c'est un partenaire extraordinaire de dialogue. Donc, tu t'assois à une table avec Navo. T'arrives toi avec tes idées aussi, on a pensé à ça, et puis pendant 3 heures, c'est très très riche, donc tu prends beaucoup de notes, puis après tu reformules, tu rediscutes de plein de choses, mais Navo concrètement nous a par exemple partagé déjà beaucoup d'œuvres qui parlent aussi de ces sujets-là, des films, des livres, des spectacles. On a beaucoup échangé autour de ça, et après c'est une capacité qu'il a dans les spectacles avec Yann notamment, on avait vu ça, c'est tu lances une flèche à un moment et 1 heure après elle retombe et tu dis ah ouais il avait dit ça pour ça, ça marche parfaitement. Donc un peu de cohésion, de fil rouge, parce que nous en vrai dès le début quand on a créé le spectacle c'était vraiment un peu un fourre-tout et on a dit attends il faut qu'on sache de quoi on parle, on peut pas mettre ce sketch après celui-là, c'est pas cohérent, les personnages qu'est-ce qu'on raconte. Donc on a beaucoup bossé là-dessus. Et puis enfin c'est l'art de la punchline. Souvent sa première idée elle est plus drôle que toi ta dernière, donc il y a des répliques qui sont mot pour mot ce qu'il a dit en réunion de brainstorm, tu vois, en disant bah, juste comme ça, c'est parce que l'humour parfois ça tient juste à une intonation, tu vois. Et voilà, et on va encore bosser là sur la version d'après parce que ça va aussi avec les moyens. Quand t'es dans une salle plus grande où t'as un écran plus beau, des micros, ça joue aussi avec ça quoi, les effets. Et puis comme nous on aime bien justement produire le spectacle, il y a des moments sensoriel. Et alors les gens, vous inquiétez pas, il y a pas on fait pas on met pas de l'eau dans le public. C'est pas comme à Disney. C'est pas en 4DX. Ouais, c'est ça. Tu te prends des jets d'air pour faire genre il y a des araignées à tes pieds, l'enfer. Mais ouais, dans l'image, dans la lumière, dans le son et tout. Et donc là, on va avoir plus de moyens, donc on va faire une version encore plus poussée, quoi. Mais c'est un bonheur de bosser avec Navo. On a beaucoup de chance et on s'entend bien et puis c'est très marrant, quoi. Merci Ambroise. Merci Fabrice. C'était trop cool. Plein de choses, ça m'a vraiment fait plaisir. Trop cool. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.